Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Son passage au Cameroun entre 1990 et 1993 est passé presque inaperçu du temps où il était chef de mission diplomatique adjoint. C'est 26 années après, et ce, à la faveur d'un entretien accordé à nos confrères de Radio France Internationale, que le 4 mars dernier, son nom est définitivement rentré dans les annales. Tibor Peter Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, en s'exprimant sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, avait évoqué le manque de sérieux des autorités camerounaises dans la gestion de cette crise. Le monsieur Afrique de Donald Trump sur l'affaire Maurice Kamto pensait que la sagesse commandait la libération de Maurice Kamto, qu'il considérait comme un prisonnier politique. C'est un tout autre personnage qui s'est présenté hier à la presse au sortir du tête-à-tête avec le président Paul Biya. Entretien Biya-Nagy, comprendre le changement de ton, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Entretien Biya-Nagy, comment comprendre le changement de temps? Pour en parler, je suis ce soir, une fois de plus, à Yaoundé et en plateau avec Joseph Léangoula. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean. Bienvenue. Hein? C'est à moi que vous devez souhaiter la bienvenue à Yaoundé. La bienvenue sur le plateau et qu'il en soit à Yaoundé. Okay. Voilà. Merci, c'est un plaisir de partir sur le plateau. Joseph Léangoula, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Effectivement. Donc vous êtes tout aise à parler États-Unis, Cameroun. Il y a débat sur les enjeux géopolitiques en Afrique centrale, oui. Voilà, justement. Voilà, bienvenue sur le plateau une fois de plus. À côté de vous, David Eboutou, bonsoir. Bonsoir Saint-Germain, c'est un véritable plaisir de me retrouver avec vous ce soir, surtout après cette longue absence, après surtout cette injustice que je viens de subir. Je suis d'autant plus heureux de vous retrouver et surtout de partager ce qu'on peut apporter à ce grand public qui j'espère est nombreux à nous écouter ce soir. Ouais, comme toujours, je rappelle que vous êtes doctorant en histoire des RI. Les spécialistes savent que c'est relations internationales. C'est bien cela. Et spécialiste des questions d'intégration, consultant en relations internationales pour beaucoup de médias. En effet. On se comprend. Voilà, je commence avec vous, Joseph Léangoula. Beaucoup sont surpris par l'attitude du sous-secrétaire d'État américain hier au sortir au perron du Palais de l'Unité. Vous, dans une analyse, vous dites qu'il faut comprendre le contexte dans lequel cette déclaration arrive. Il s'agit de quel contexte? Déjà, avant de parler du contexte, je voulais déjà rappeler que les Camerounais sont un tout petit peu précipités dans l'interprétation de la prise de position du sous-secrétaire. Laquelle? Parce qu'il en a fait deux avant d'arriver au Cameroun. On a le sentiment qu'il a changé de position qu'entre la position qu'il a affichée, qui était extrêmement dure au départ vis-à-vis du régime. Il a tensé le régime notamment sur la manière avec laquelle il gère la crise anglophone, mais aussi sur les restrictions de liberté qui ont conduit notamment à l'arrestation du président Maurice Kamto. Mais arrivé au Cameroun, il a bien entendu rappeler que les dispositions diplomatiques étaient confidentielles et qu'avec le chef de l'État, ils se sont entretenus, ils ont parlé de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun. Eh bien, il y a même des médias qui ont amplifié cette suspicion de l'opinion. Lorsqu'on a par exemple votre confrère, la CRTV, qui dans son journal déclare que des sources dignes de foi, le sous-secrétaire d'État américain n'a pas du tout abordé la question anglophone, encore moins le cas de Maurice Kamto. Ce qui est bien entendu démenti par un faisceau d'indices. Le premier indice, c'est d'abord des éléments de langage. Rappelons-nous lorsque le sous-secrétaire d'État tensait le régime depuis la France dans les colonnes, notamment de Jeune Afrique, il rappelait qu'il serait sage pour le président de la République, notamment de libérer Maurice Kamto. Et puis au sortir de l'audience politique. C'est en tout cas l'interprétation que les États-Unis en font et que beaucoup d'autres organisations de défense des droits de l'homme et d'autres acteurs politiques, y compris moi, effectivement, je considère comme étant un prisonnier politique. Maintenant, au sortir de l'audience que le chef d'État lui a accordée, il dit qu'il
admis effectivement la sagesse du chef d'État. Il y a un lien commun entre la sagesse qu'il appelait depuis la France et la sagesse qu'il déclare actuellement, comme si le chef d'État avait effectivement entendu les doléances qu'il avait présentées. C'est en tout cas une interprétation qu'on peut faire en s'en tenant exclusivement à ces éléments de langage. Puis, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Lorsqu'on dit qu'il n'a pas abordé cette question, pourtant le sous-secrétaire d'État rappelle aux sorties de cette discussion qu'il a effectivement engagé une discussion sincère avec le chef de l'État. En diplomatie, tous les mots comptent. Et le mot sincère signifie qu'on a abordé tous les sujets qui fassent les sujets de crispation. Ça, c'est... On peut pas venir dire ça devant la presse. S'il le dit, effectivement, c'est une manière de signifier à la presse camerounaise qu'il a abordé l'ensemble des sujets, y compris les sujets de crispation. Puis après, il y a les tweets qui viennent effectivement confirmer les discussions qu'il a eues, notamment avec le ministre des Relations extérieures et puis avec le président de la République, où il signale clairement qu'il a interpellé ou bien appelé le gouvernement camerounais à relâcher un peu du lest sur la question notamment des libertés publiques, des libertés individuelles, et aussi à œuvrer pour qu'il y ait une pacification des régions anglophones pour qu'un Cameroun stable, prospère, puisse notamment émerger. Donc là, c'est les éléments, des indices qui confirment que le sous-secrétaire d'État a abordé les questions qui fâchent. Maintenant, rappelons qu'il est mandaté déjà par son pays, il est mandaté par les États-Unis. Et vous savez, aux États-Unis, il y a une différence de culture entre le Congrès, qui dispose d'une influence énorme sur la politique étrangère des États-Unis, et l'administration. La différence, c'est laquelle? Le Congrès est beaucoup plus idéaliste dans ses prises de position, tandis qu'on a une administration dont le principal dogme, c'est la réelle politique. Et malheureusement, on dit l'administration Trump. Oui, l'administration Trump, bien entendu. L'administration Trump, c'est la réelle politique qui est le dogme qui dirige la politique étrangère. Et ce qu'on a observé effectivement par le passé, c'est qu'il y a une mobilisation de la société civile vis-à-vis des congressistes américains, une forte mobilisation pour interpeller notamment la réaction des congressistes quant aux dérives liberticides qui s'opèrent au Cameroun. Lesquels congressistes ont bien entendu réagi, interpeller l'administration d'adopter une position plus dure, plus ferme vis-à-vis du régime. Et lorsqu'on sait d'où viennent les secrétaires d'État américains, lorsqu'on sait que la nomination d'un sous-secrétaire d'État est assujettie notamment à la validation préalable, notamment de la Commission des affaires étrangères du Congrès, on comprend bien entendu que Thibault Nadi, malgré tout le réalisme et toute la réelle politique qui peut conduire la diplomatie américaine, il y a la pression du Congrès derrière lui, il y a la pression des sociétés civiles, il y a la pression d'une opinion qui est de plus en plus inquiète et qui se penche de plus en plus sur les questions des libertés au Cameroun, et c'est cette pression qui s'exerce et qui définit également la réaction ou la démarche qu'il doit avoir, notamment en contexte africain. On peut revenir après sur les paramètres géopolitiques. Justement. David Eboutou, pour vous, l'homme, il a changé entre le 4 mars, lorsque on le découvrait, on va le mettre comme ça entre guillemets, et Thibault Nadi. Il aurait fallu qu'il se ravise. Nous sommes en diplomatie. Et comme disait Joseph Léangoula tout à l'heure, tous les mots ont sens en diplomatie. Et nous, ceux qui partagent notamment le bord idéologique de sensibilisation panafricaniste à laquelle moi j'appartiens, nous avons condamné en son temps les déclarations du 4 mars. Notamment du point de vue de la tonalité, qui veut qu'aujourd'hui, du point de vue des principes dans les relations internationales, c'est quand même des États. C'est quand même des États qui vont au sein d'une rencontre et donc qui s'expriment. Et de ce point de vue-là, on s'est étonné par la tonalité assez abrupte par laquelle le sous-secrétaire d'État américain Thibault Nadi a pu comme ça s'adresser à tout un peuple, à toute une... Parce que le chef de l'État, au-delà d'être une personnalité qui appartient à un bord politique, est quand même le chef de l'État de tous les Camerounais. Il incarne la représentation publique et nationale. Et de ce point de vue-là, il nous a semblé assez étonnant de voir un diplomate américain se lancer dans des propos qu'on a jugés assez acerbes et dont je disais tantôt que nous n'avons pas partagé. Et donc, c'est après le corps que nous avons salué donc le fait qu'aujourd'hui la tonalité soit un peu plus policée. Policée aujourd'hui, quand on a suivi les mots employés au perron de tout dit, quand on a apprécié les éléments de langage utilisés quand il dit notamment que le président de la République est un homme sage, intelligent, etc. On sait que cela contribue au vernissage diplomatique dont on sait pour embellir un certain nombre de propos, mais on sait qu'en réalité le message était déjà passé. Parce que quand il dit qu'il y a eu un discours franc et sincère, cela veut simplement dire qu'il y a chacun a exprimé en réalité son propos, chacun a exprimé ses doléances, chacun a exprimé son point de vue, et il y a eu donc discussion franche, comme ils le disent. Maintenant, le fond, on en sait trop bien, mais on peut supputer dans la mesure où effectivement, quand nous l'avons suivi avec attention, on a bien vu qu'il est revenu sur l'ensemble de sujets qui constituent le conglomérat qui font l'actualité camerounaise aujourd'hui. Donc, je pense effectivement que Monsieur Thibault Nadi,
qui est diplomate, au-delà d'avoir pris une position à chaud au niveau de la France, s'inscrivait là dans une dynamique qui, dont je crois Léa parlait tout à l'heure, il parlait de la pression internationale qui voulait quand même qu'aujourd'hui le Cameroun n'est plus un pays qui se trouve immiscé dans un vase clos. Il y a des activistes un peu plus partout, c'est inédit pour un pays comme le Cameroun où aujourd'hui on peut voir qu'un événement politique qui se passe au Cameroun, il y a tout de suite des relais assez activistes qui se passent qui prennent le relais tout de suite aux États-Unis, en France, un peu de partout et qui se mobilisent pour effectivement influer sur un certain nombre d'événements politiques au Cameroun. Et donc de ce point de vue-là, on peut interpréter en se disant il a dû effectivement réagir à chaud à partir de ces informations qu'il recevait, de ces mouvements-là, de ces tendances d'opinion qui, à un moment, ont un peu influé sur sa position. Mais maintenant, il a dû certainement avoir la position également institutionnelle de l'État, du chef de l'État, qui a dû lui expliquer un certain nombre d'enjeux. Et de ce point de vue, on a vu que le temps tout de suite s'est ravisé. Maintenant, au-delà pour chuter sur ce premier point de vue, je pense que la position du diplomate Thibor Nagui s'inscrit quand même dans un cadre global. Le cadre global ici, à mon avis, c'est celui de la politique étrangère de Donald Trump qui a quand même quelques légères différences avec celle d'Obama. Oui. Il faut quand même rappeler que M. Obama, pour lui, c'était la bonne gouvernance, pour lui, c'était la démocratisation, les libertés, etc. Ce n'est pas beaucoup cela avec Donald Trump. Avec Donald Trump, c'est vraiment son côté business qui parle. Oui. C'est un businessman, oui. C'est quelqu'un qui va d'abord pour les affaires, comme disait là, c'est de la réelle politique. Il y va pour faire des affaires, et au-delà, aujourd'hui, on voit très bien, quand on a suivi, avant que M. Thibor Nagui n'arrive au Cameroun, quand on a suivi ses prises de position, avant qu'il n'arrive effectivement au Cameroun, on a compris que les États-Unis sont là aujourd'hui dans une espèce de repositionnement stratégique en Afrique et géopolitique qui fait que, par rapport à la Chine, effectivement, ils ont l'impression que la Chine aujourd'hui a pris les devants et que la guerre dans 50 ans pourrait être économique, pourrait être liée aux matières premières, donc géostratégiques et géopolitiques. Et donc, il y a une nécessité pour les États-Unis aujourd'hui de revoir leur politique vis-à-vis de la politique africaine qui a été longtemps négligée. Parce que dites-vous bien que quelqu'un comme Donald Trump, qui n'a jamais été en Afrique, qui, lorsqu'il a souvent parlé des États africains, a souvent parlé de pays de merde et tout ce qu'on sait, il y a comme un déphasage entre ses propos et ce que des gens comme Thibor Nagui peuvent implémenter en tant que véritable connaisseur de l'Afrique. Vous avez justement, il était ici au Cameroun entre 90 et 88. Et il a passé près de 20 ans comme diplomate en Afrique, en Éthiopie, Djibouti, tout ce que vous voulez. Et donc, par là même, on comprend que il a plus une connaissance un peu accrue, un peu directe, par rapport à son président, qui est Donald Trump, qui, lui, a d'autres intérêts, mais lui, il essaye simplement de les malayer, de les adapter à un contexte nouveau qui veut aujourd'hui que l'Afrique n'est plus l'Afrique qu'on a connue avant. Cette Afrique-là aujourd'hui se meut avec d'autres intérêts et il faut faire avec. Voilà, je voulais Angoula. Dans un communiqué du département d'État américain en prélude à cette visite, le communiqué dit exactement ceci, qu'il sera question pour Thibor Nagui de discuter du rôle du Cameroun comme partenaire des États-Unis dans la sous-région. On comprend pourquoi Thibor, il s'arrête à Douala, il discute samedi avec le chef d'entreprise. La coopération des gens des États-Unis et le Cameroun ne se limite pas exclusivement à la coopération sécuritaire. Il y a beaucoup d'autres paramètres. Il y a une coopération technique importante. Il y a une volonté également des Américains d'envoyer plus d'investisseurs sur le continent africain et notamment au Cameroun. Contre la Chine. Et bien entendu, je vais arriver parce que ce que je voudrais rappeler ici, c'est que pour comprendre l'ensemble de la démarche de Thibor Nagui, il faut effectivement comprendre quels sont les nouveaux piliers de la stratégie ou de la diplomatie états-unienne en Afrique. Et ces piliers ont été définis notamment par John Bolton, qui est le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. En décembre 2018, il rappelle ceci, qui représente aujourd'hui la nouvelle réorientation de la politique africaine des États-Unis. Il dit, la politique étrangère des États-Unis repose aujourd'hui sur 3 grands piliers. Le tout premier pilier, c'est notamment celui d'endiguer l'influence progressive de la Chine et de la Russie sur le continent. Une position qui avait d'ailleurs été partagée par Thibor Nagui lors de son audition par la Commission des Affaires étrangères en mai 2018. Il s'inquiétait notamment d'une montée en puissance de la Chine sur le continent africain et il disait justement que les États-Unis devaient se positionner en alternative à la puissance chinoise. Parce que la puissance chinoise se déploie sur le continent, elle gagne des contrats, elle veut associer les pays d'Afrique
à son projet de la nouvelle route de la soie, qui est un projet qui inquiète notamment les Américains. Et les Américains ont peur de perdre de l'influence sur le continent. Et donc, l'une des volontés de Thibault Nagui, qu'il a rappelé devant la Commission des Affaires étrangères, et qu'il a rappelé lors de son déploiement en Afrique, et y compris lors de la conférence de presse qu'il a accordée en République démocratique du Congo, pays dans lequel il s'est rendu avant d'arriver au Cameroun, il a rappelé ceci: les États-Unis veulent se positionner en alternative à la Chine. Donc, c'est un élément déterminant qui va façonner la démarche qu'il aura et qui fera en sorte que ce diplomate chevronné sera beaucoup plus mesuré dans le ton qu'il utilise vis-à-vis des présidents africains. Il sera beaucoup plus mesuré, d'autant plus que très souvent, les positions dures qu'il utilise pour s'adresser aux dirigeants africains sont très rapidement récupérées et par l'opposition politique, et par une opinion publique, et par le régime qui est tensé, qui plonge rapidement dans un discours victimaire, en présentant les États-Unis effectivement comme étant un pays qui manœuvre pour amoindrir ou piétiner la souveraineté du Cameroun. Et ce discours séduit qui? Une opinion publique nationaliste qui très rapidement fustige la politique étrangère américaine et rejette la politique américaine pour appeler effectivement les Chinois qui, eux, depuis la conférence de Bandung de 1955, avaient défini les grandes lignes de leur politique étrangère qui étaient la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect des souverainetés nationales. Donc c'est pour contrer effectivement ce discours-là qui pourrait naître dans l'opinion qui s'est d'ailleurs dans un premier temps privé de dire à l'opinion publique les propos qu'il a tenus vis-à-vis du président, mais c'est aussi pour éviter de s'aliéner ces présidents-là. Et puis les deux autres piliers de la politique étrangère américaine dont je souhaitais effectivement souligner tout à l'heure, c'est la réorientation de l'aide américaine qui va désormais être conditionnée à des résultats en matière de gouvernance, des résultats en matière de transparence et de stabilité, et puis la réduction de la contribution américaine aux opérations de maintien de la paix qui, je le rappelle, il y en a 15 opérations de maintien de la paix, dont 8 se déroulent sur le continent africain. Donc voilà les différents actes de la nouvelle doctrine des affaires étrangères, ou bien la nouvelle politique américaine, la nouvelle politique africaine, des États-Unis, qui inspire notamment toute la démarche de Thibault Nagui. Joseph, je vous relance sur cette arrivée à Douala et cette rencontre avec les chefs d'entreprise. Effectivement, avant de venir à Yaoundé pour le volet, entre guillemets, politique. Je ne pense pas qu'il faudrait accorder à cela une interprétation politique. Je pense que c'est peut-être lié même au... Non, pas politique, pas politique. Je dis, comment comprendre donc que Thibault Nagui ait fait escale à Douala et il ait rencontré comme ça les chefs d'entreprise de ce côté-là avant d'arriver à Yaoundé pour rencontrer les autorités politiques camerounaises. Rappelons que dans le modèle de coopération des États-Unis avec les États en Afrique, il supprime un peu plus les intermédiaires. D'ailleurs, Thibault Nagui l'avait rappelé, la plupart de l'aide américaine est directement dirigée vis-à-vis des populations et c'est la même attitude vis-à-vis des investisseurs. Les États-Unis nouent des contacts directs avec les investisseurs sans nécessairement transiter par les États. Et rappelons encore que je crois que le passage qu'il a eu à Douala, d'après la communication qui a été faite par l'ambassade des États-Unis, c'était avec des investisseurs américains qui se trouvent au Cameroun. Donc, c'est pour signifier aussi toute l'importance qu'ils accordent au business sur le continent africain et au Cameroun. Mais c'est aussi pour rappeler après, parce que Thibault Nagui, lorsqu'il va s'adresser au chef de l'État camerounais, il faudrait qu'il tienne un discours qui apparaisse à la fois comme une mise en garde, mais comme une alerte lancée par des personnes qui ont des intérêts au Cameroun et dont le retrait de ces intérêts pourrait menacer notamment l'emploi et l'économie camerounaise. Il vient et il parle au président non pas au nom nécessairement des États-Unis, mais au nom des investisseurs américains qui, eux, veulent un environnement stable, qui, eux, veulent un environnement prospère, dans lequel le business peut s'épanouir pleinement. Et c'est ce discours qui séduit, c'est ce discours, en tout cas, qui a tenu un tout petit peu les tensions que pourrait provoquer un discours beaucoup plus radical vis-à-vis du président de la République. Ok, David Eboutou, hier, au sortir de l'entretien avec Paul Biya, Thibault Nagui dit, les dispositions diplomatiques sont toujours confidentielles. Nous avons échangé nos points de vue, nos échanges étaient francs, honnêtes et directs. C'est là-dedans qu'on a mis, on met le volet politique. On n'a pas voulu dire certaines choses. Bien entendu, quand en diplomatie, les mots ont un sens. Et tout un symbole. Quand un diplomate vous dit qu'il y a eu un échange franc, un échange sincère, cela, comme je l'ai dit dans mon prologue tout à l'heure, c'est que en réalité, chaque partie est arrivée à dire à l'autre partie en face ce qu'elle attend de l'autre. Et il y a eu effectivement échange dans la courtoisie diplomatique qu'on peut imaginer. Et comme je l'ai dit, ces échanges-là ne pouvaient avoir trait. Quand on a suivi le préalable de l'ambassadeur, du diplomate américain, ces discussions ne pouvaient avoir trait que sur
les droits de l'homme, sur la crise post-électorale, parce qu'en réalité, c'est une crise. Quand on se retrouve avec celui qui est advenu officiellement comme second de cette présidentielle-là en prison, avec pas mal de ses sympathisants en prison, effectivement, je partage l'avis de ceux qui pensent que ce sont des prisonniers politiques, et donc, forcément, ça ne peut être que là, le tissu de faisceau qui a contribué à la discussion entre les deux acteurs. Et maintenant, est-ce que cela pourrait aller dans le sens d'arranger l'une des parties comme l'autre? Je pense qu'en diplomatie, il y a du temps. Il y a le temps d'éprouver la parole et les promesses. Et de ce point de vue-là, je pense que quand on a interprété, quand on a fait un peu de sémiotique, voir Monsieur Tibor Nagui qui est sorti du perron des tout dit, tout en riant, tout en étant heureux de cette rencontre-là et de l'échange qu'il y a eu, on peut se dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de garanties allant dans le sens de donner des promesses fermes à la position américaine, comme quoi il y aurait des avancées dans ce sens-là. Et quand je parle d'avancées ici, je pense à une conférence inclusive à laquelle a plaidé par exemple Tibor Nagui. Il a souhaité, nous avons lu son tweet, il a souhaité qu'il y ait une conférence inclusive en ce qui concerne effectivement le souhait de l'escalade de la désescalade dans le nord-ouest, le sud-ouest. De l'autre côté, il a souhaité effectivement qu'il y ait des discussions qui aillent dans le sens effectivement de créer les conditions de retour à la paix. Et tout cela, d'après eux, ne peut se faire que dans un cadre consensuel de discussion où effectivement un certain nombre d'acteurs pourraient se réunir, pas des acteurs monologués, pas des acteurs qui font partie, qui représentent une seule face, mais des acteurs effectivement qui aujourd'hui sont même bannis par le dispositif institutionnel. C'est-à-dire que quand et là je parle d'une proposition de conférence qu'il y a eu, je pense à la conférence générale anglophone, où effectivement on continue de s'étonner qu'aujourd'hui il n'y ait pas toujours une autorisation manifeste des autorités de Yaoundé pour effectivement autoriser cette conférence. Or, on a mis, pour nous autres analystes, on a mis tout cela dans un bain qui veut que effectivement cela soit là un des cadres préalables allant dans le sens de dégager des mesures qui peuvent aller dans le sens de créer une désescalade dans la chaudeur de la violence qu'on vit aujourd'hui. Et est-ce que cela s'est passé? Non, parce que la réalité aujourd'hui est quand même que on a l'impression que le gouvernement fonctionne de façon soliloque. Il s'écoute, il s'entend, il fait ce qui lui semble bon. La partie la plus radicalisée qui fonctionne avec ce gouvernement-là, celle que une certaine presse appelle les faucons, c'est cette partie-là qui ose faire, celle qui demande à ce qu'on engage le feu, ce qui veut absolument qu'on réponde au feu par le feu, comme je l'ai dit tantôt, et c'est celle-là, malheureusement, qui est aux manettes. Il faudrait effectivement créer les conditions aujourd'hui, et je crois que c'est là le discours américain, les conditions qui veulent que, effectivement, toutes les autres parties, sensibles ou minoritaires qu'elles soient, qu'elles effectivement s'impliquent dans la création ou la recherche de solutions qui aillent dans le sens de créer une désescalade dans la chaudeur de l'atmosphère qu'on voit aujourd'hui. Ok, David, Joseph, vous demandiez la parole. Je voudrais rajouter un élément qui est passé sous les radars des journalistes et qui en réalité est plein de signification. Durant la semaine, le ministre des Relations extérieures a reçu en audience l'ambassadeur russe. Et il y a un communiqué qui est sorti de cette discussion, communiqué dans lequel le ministre rappelle que l'ambassadeur russe et le ministère des Relations extérieures ont échangé des vues sur la coopération avec la Russie, mais surtout sur les crises politiques et sécuritaires qui traversent le Cameroun. Le communiqué rappelle par la suite que les deux parties se réjouissent de partager les mêmes vues sur ces enjeux-là. Je pense que c'est un élément qui ne devrait pas être anodin. Déjà que, au niveau du timing, cette rencontre est consécutive à celle de la présence américaine au Cameroun. Elle est également consécutive, ou bien elle poste notamment les réactions à celle qui ont été tenues par les diplomaties occidentales, notamment la diplomatie de l'Union européenne à travers la voix de Federica Mogherini, qui a tensé le régime notamment d'alimenter le malaise politique en restreignant les libertés. Ce n'est pas anodin parce que aujourd'hui, la Russie est en train de réaliser une véritable percée en Afrique. On se souvient qu'il y a de cela 1 an, elle a renforcé sa coopération sécuritaire avec un pays voisin qui est la République centrafricaine, où on a des éléments d'une compagnie de sécurité privée russe Wagner qui appartient à un oligarque proche de Vladimir Poutine, qui a gagné des marchés notamment qui assurent la sécurité présidentielle, qui assurent le renforcement de la formation des FACA, des forces armées centrafricaines, et qui livre des armes à la Centrafrique. Et aujourd'hui, la Russie veut clairement
se positionner comme une alternative. Elle veut permettre aux chefs d'État africains de disposer d'un contrepoids à la pression occidentale et d'une pièce de rechange lorsque il y a un vide occidental qui se crée. Donc, la Russie aujourd'hui, dans les prises de position diplomatiques, dans les démarches, elles doivent être scrutées de près pour comprendre, bien entendu, qu'il y a une rivalité qui se dessine derrière, effectivement, cette tension diplomatique entre le Cameroun et les États-Unis. Il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre dans laquelle la Russie veut s'engouffrer. Et les diplomates américains ne sont pas aveugles. Ils le savent et c'est pourquoi aussi, dans leur prise de position, dans le protocole de sanctions qu'ils vont adopter, dans le régime, de sanctions qu'ils vont adopter vis-à-vis du Cameroun, ils vont être plus mesurés et ne vont pas effectivement se précipiter et agir de façon émotionnelle au gré de la pression de l'opinion publique. Ok, et David Eboutou, on reste en diplomatie. Hein. Les mots ont un sens, aussi les symboles. Hein. Il y a eu hier au Palais de l'Unité cet échange entre le président Biya et Tibor Nagui. Tibor Nagui qui lui remet une photographie, Biya et Bouche-Père. Pour vous, ça veut dire quoi? C'est des symboles, on peut interpréter selon le bord, parfois idéologique, où on se retrouve. Et peut-être là, il va falloir aller chercher dans le contexte même de cette photographie-là, qui a été prise, je crois, en 92, lorsque Bouche-Père, c'est comme ça que je m'en l'appelais, recevait Monsieur Biya. Et de là, il faut se rappeler que le président de la République venait quand même d'apporter son soutien au niveau des Nations Unies, un soutien manifeste à la guerre, mais ce qu'on a appelé la première guerre Golfe aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, est-ce que c'était comme un rappel nostalgique qu'effectivement nous nous rappelons de ces bienfaits, nous nous rappelons de cet acte exceptionnel que vous nous avez apporté, et donc aujourd'hui, voilà, les Américains qui continuent de vous porter à cœur, vous remettre ce tableau symbolique. De l'autre côté, on peut également, bien que ce soit une logique populaire, c'est dire que oui, est-ce que c'était une façon pour les Américains de rappeler à Monsieur Biya que, bon, dites-vous bien que vous êtes là, que ça fait une petite éternité. Celui qui vous a reçu, ça fait près d'une trentaine d'années, est parti, rappelez-vous, la preuve, voici une photo où vous faites moins de 30 ans, et aujourd'hui, il est temps pour vous de voir dans quelle mesure vous reposez. Cela peut également s'expliquer dans la mesure où vous vous rappelez, Monsieur Peter Ballerin, il y a encore quelque temps, a dû se lancer comme cela dans des explications vis-à-vis de la presse en leur disant qu'il a dû dire à Monsieur Biya que les États-Unis souhaitaient qu'il rentre dans l'histoire, comme à l'instar de Mandela et des autres. On a vu tout de suite une main tendue des États-Unis qui souhaitaient effectivement que le président de la République, Paul Biya, sorte par la grande porte, selon ces Américains-là. Et vous savez tout le tollé qu'il y a eu au Cameroun avec ces nationalistes et autres pavois qui se prêtent à une forme de chauvinisme, qui se sont jetés à tabou battant sur ce pauvre ambassadeur qui n'en demandait pas plus. Donc, je pense qu'on peut donc faire des lectures comme ça selon des bords idéologiques où on se retrouve. Mais ça ne reste que des spéculations, parce qu'un cadeau, au-delà d'être symbolique, reste quand même, au-delà de porter des charges qui peuvent être émotives, sensationnelles, reste d'abord symbolique. Oui. Ok. Joseph, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Hein. Quelle interprétation vous faites-vous à cet échange, surtout cette photographie Bouche-Père et Paul Biya? Je souscris déjà à une grosse partie de l'analyse qui a été menée par David tout à l'heure. Je voudrais également, je suis un tout petit peu tenté, connaissant la culture de ce diplomate, pour l'avoir observé, pour l'avoir écouté ces derniers temps, signaler qu'il n'y a rien d'anodin dans ce cadeau, qu'il y a une volonté de transmettre un message. Quand même après Bouche-Père qui apparaît sur la photo avec le président de la République, il y a eu Bush-Fils, il y a eu Bill Clinton, il y a eu Bush-Fils, il y a eu Barack Obama, et aujourd'hui il y a Trump. Donc il y a à peu près 4 présidents qui sont passés après, et peut-être c'est une attitude qui s'inscrit dans le sillage des déclarations qui avaient été tenues, notamment on se rappelle au mois de mai par Peter Henry Barlin, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui avait signifié qu'il était bon pour le président de la République d'entrer dans l'histoire. Voilà, en se souvenant, en citant en exemple les autres présidents qui ont eu le courage voilà, Nelson Mandela par exemple, qui ont eu le courage effectivement d'abandonner leurs fonctions. Donc, je serais tenté de souscrire à cette analyse, mais comme on dit, peut-être il n'y avait pas de calcul derrière, il n'y avait pas de volonté de relayer un message, il y avait juste
une volonté de réveiller le souvenir du bon moment, notamment des années 92, le temps où effectivement ce même ambassadeur était le député effectivement de l'ambassadeur des États-Unis ici au Cameroun. Donc on peut effectivement prêter différentes interprétations à ce geste-là. Ok, David Eboutou, on parle des ambassadeurs. On a vu le rôle qu'a joué Francesco dans la période de Brest, on va le dire. Et il y a Peter, il y a l'année dernière qui est revenu aussi en force. Oui. Pourquoi cette tendance à vouloir toujours rappeler, entre guillemets, un certain nombre de choses au président Biya, des Américains? J'ai toujours voulu inscrire la politique américaine dans un cadre global, notamment dans leur déploiement extérieur. Je rappelais tantôt que de ce point de vue-là, au sorti de la guerre froide, par exemple, vous voyez tout de suite que après le basculement du monde dans la bipolarisation, on s'est retrouvé tout de suite dans l'unipolarisation menée par les États-Unis, et par la suite on a rebasculé dans une espèce de multipolarisation, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui a commencé à se constituer en bloc. Même les États occidentaux d'Europe de l'Ouest se sont vus constituer au sein de l'Union européenne pour parler un peu en bloc et avoir un surpoids quand ils s'adressent aux États-Unis. Des pays comme la France aujourd'hui ne sous-traitent plus directement la politique états-unienne au niveau mondial et essayent de s'infléchir au niveau de la politique du bloc européen pour pouvoir avoir du poids face aux États-Unis. Et après cette dynamique-là, on voit aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qu'il y a une volonté manifeste de retourner à cette unipolarisation qui fait que quand on a suivi de près Donald Trump, on a l'impression que c'est le retour en puissance du gendarme du monde qui revient. C'est l'unilatéralisme. D'ailleurs, quand on a suivi tout récemment encore son discours au niveau des Nations Unies, dont il ne partage pas un certain nombre de points de vue, notamment dans son déploiement institutionnel et même dans son déploiement institutionnel et même relationnel, on a eu l'impression que lui, il est contre le multilatéralisme et prône plutôt l'unilatéralisme. Et de ce point de vue-là, on a l'impression que les États-Unis ne sont pas toujours portés vers une politique bilatérale qui veuille qu'effectivement les États, dans le principe des relations internationales, discutent d'égal à égal. Et c'est donc cet esprit-là qui, à mon avis, habite un certain nombre de représentants ou d'émissaires américains à travers le monde qui ont cet habitus-là d'imposer, de dire les choses, de voir des choses avec une certaine façon, ce que nous, en relations internationales, nous appelons la dissuasion. C'est-à-dire qu'un discours qui est accompagné en pain fin de menaces et qui peut effectivement aller jusqu'au bout de sa manifestation. C'est-à-dire que quand on a suivi par exemple l'ambassadeur, le diplomate Tibor Nagui sur les antennes de RFI déclamer le discours qu'il a tenu vis-à-vis du Cameroun en disant par exemple que oui, il faille que le président camerounais soit sage et qu'il libère le professeur Maurice Kamto. On a vu tout de suite là que ces mêmes États-Unis-là étaient capables effectivement de déployer un certain nombre d'outils au plan international pour accompagner ces propos-là d'effet, ce qu'on appelle effectivement la dissuasion. Et par là même, on peut donc comprendre du point de vue aujourd'hui du discours du président Donald Trump qu'il y a une volonté pour les États-Unis de se redéployer, de redevenir l'hégémon unipolaire qu'il a été d'antan. Et au travers de ces émissaires aujourd'hui, cela semble, à mon avis, être manifeste parce que dites-vous bien que les autres ambassadeurs n'ont pas toujours eu ce genre. Nous parlions de la Chine tout à l'heure. Oui. Bien que cela respecte le cadre de leur politique, qui veut qu'effectivement la Chine ne s'immisce pas dans les politiques intérieures des États, on voit très bien que la logique en amont aujourd'hui qui souscrit tout ce que nous disons, c'est cette bataille en toile de fin qui met en exergue les États-Unis et la Chine, qui aujourd'hui mène une bataille géostratégique sur le champ africain, mais qui continue de respecter cette politique qui est la leur, à savoir que effectivement ils ne s'immiscent pas dans les affaires intérieures d'un certain nombre d'États, mais les États-Unis, à coup sur coup, par à coup, s'immiscent à volonté et au bon vouloir à tout moment dans les affaires intérieures des États, de manière parfois qui n'arrange pas toujours les mêmes principes des relations internationales que l'on connaît, à savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes. Quand il faut s'adresser à un chef d'État, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut activer pour aboutir à une volonté que l'on souhaite
malheureusement, ces étapes ne sont pas toujours respectées parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a peut-être, avec un faisceau d'indicateurs aujourd'hui, une volonté pour les États-Unis de redevenir l'hégémon unipolaire qu'il a été d'antan et dont la réalité aujourd'hui semble lui donner raison. Et Joseph Liangoula, toujours, lorsque Tibor Nagui parle de Paul Biya, il parle d'un homme d'État exceptionnel. On a vu les réactions sur la toile, entre autres, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il l'entend. La toile pense que c'est une... Ils ne comprennent pas l'ambiguïté de Tibor Nagui. Je ne sais pas ce qu'il entend par homme d'État exceptionnel. Peut-être c'est un discours pour flatter l'ego du président de la République et obtenir du président qu'il cède sur les demandes qui ont été adressées par le diplomate américain. Peut-être c'est qu'il y a eu réellement des gages qui ont été, des promesses qui ont été faites par le président de la République et qui ont séduit notamment le diplomate américain. Je ne suis malheureusement pas dans le secret des anges pour pouvoir interpréter le véritable sens de cette prise de position. Mais pour revenir à la question que vous avez adressée tout à l'heure à M. David Ebouto, je voudrais quand même signaler un élément, c'est que je partage avec lui l'idée qu'il ne faudrait pas analyser les prises d'opposition des États-Unis sur un pays africain de façon isolée. Il faut l'inscrire dans un cadre général, l'inscrire aussi dans la politique intérieure des États-Unis, parce que c'est d'abord elle qui dicte la projection internationale de cette superpuissance. En matière de politique intérieure des États-Unis, il y a un processus de décision. Sur les questions des affaires étrangères, le Congrès occupe une place forte, à travers notamment sa commission des affaires étrangères, qui a une très grande influence et qui a une bonne expertise sur les questions internationales. Ces dernières influencent notamment le processus de nomination des sous-secrétaires d'État, parce que, rappelons, petit rappel, une petite anecdote, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il accordait très peu d'intérêt au continent africain. Il lui fallut beaucoup de mois pour qu'il décida de nommer notamment un sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Ils ont d'abord essayé de promouvoir la candidature d'un certain Peter Pham, qui est un spécialiste des relations internationales, très proche de l'État du Maroc, et il y a un sénateur de l'Oklahoma qui s'y est opposé, en disant notamment que sa proximité avec le régime marocain pouvait nuire à la résolution du problème dans le Sahara occidental. Et c'est un an après, notamment en mai 2018, que la candidature de Peter Nagui est validée par la Commission des Affaires étrangères. Cette Commission des Affaires étrangères qui joue un rôle fondamental aussi bien en termes de proposition de politique publique que de sélection du personnel de l'administration américaine, est plutôt portée par une idéologie idéaliste, je dirais, majoritairement. L'idéologie idéaliste qui voudrait que les États-Unis soient notamment les gardiens de l'ordre démocratique et libéral dans le monde, qui voit toujours les États-Unis comme une superpuissance qui se projette dans des pays et qui réussit notamment à imposer la démocratie, à imposer le respect des libertés fondamentales. C'est cette conception-là qui a toujours façonné, en tout cas, les prises d'opposition des congressistes américains, contrairement à l'administration américaine qui, elle, a pour principal objectif de promouvoir les intérêts américains, même si cela piétine notamment les principes fondamentaux que les États-Unis prétendent promouvoir sur la scène internationale. Et donc, il y a toujours eu cette guerre et, malheureusement, l'influence grandissante des congressistes fait en sorte que les diplomates qui sont envoyés en Afrique ont des mains liées. Ils doivent, certes, ménager un tout petit peu les dirigeants africains sur les questions de droits de l'homme, mais en même temps, ils doivent contenter ces congressistes-là en se prononçant et en adoptant des positions assez dures lorsque les principes fondamentaux sont violés. Vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de temps passé entre les accusations des ONG internationales vis-à-vis et du régime camerounais et de l'armée camerounaise, notamment sur la question des libertés fondamentales, et la réaction des Américains. Au départ, les Américains sont entrés dans une logique de déni. On a vu, par exemple, le responsable de AFRICOM, qui est le commandement des États-Unis pour l'Afrique, qui disait clairement que les États-Unis n'ont pas connaissance des actes de torture qui étaient pratiqués par des éléments du BI qui recevaient la formation des troupes américaines. Puis après, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui avait réagi en rappelant que, après un autre rapport d'Amnesty International et de Human Rights Watch, toutes ces ONG qui tirent à boulet rouge sur le Cameroun, notamment sur la question des droits de l'homme, il avait dit effectivement que aucun des éléments qui avaient été formés par les États-Unis n'avait été impliqué sur les théâtres comme les théâtres anglophones où il y a eu des exactions qui ont été documentées par des ONG internationales. Mais au final, avec la pression des sociétés civiles qui ne font pas directement une pression sur l'administration américaine, mais qui font pression sur les congressistes, mais aussi sur les médias, CNN par exemple,
Donc lorsqu'il y a eu cette conjugaison de la pression médiatique, de la pression des sociétés civiles, de la pression des congressistes, l'administration américaine, aussi bien à travers le département de la défense et le département d'État, ont dû reviser leur position et adopter un ton un tout petit peu plus dur vis-à-vis du Cameroun. Ça a été le cas par le passé. Il y a toujours eu ce processus-là où l'administration réchigne à adopter une position assez dure vis-à-vis des régimes, mais avec la pression des congressistes, est fini par céder. Okay. Voilà, David Eboutou, est-ce qu'on peut dire comme ça que le diplomate américain est venu à Yaoundé et a obtenu ce qu'il demande depuis Paris? Alors, je ne sais pas s'il faille répondre directement à cette question tout de go, mais ce que je crois, c'est que la diplomatie a prédominé. Oui. Il y a eu effectivement un bras tendu au travers d'une tonalité, d'un message qui était passé depuis Paris, qui n'a pas toujours respecté les canaux diplomatiques que nous savons. Mais ce que nous remarquons au final, c'est qu'effectivement, M. Thibon Nagui est arrivé au Cameroun, il a été reçu et il a manifesté un certain satisfecit après cette rencontre-là. Mais maintenant, est-ce que cette satisfaction ira effectivement jusqu'au résultat escompté par bon nombre d'acteurs ça et là, à savoir l'organisation, s'il m'en tient à l'esprit des propos de M. Thibon Nagui, à savoir l'organisation d'une conférence nationale inclusive, à la libération des détenus politiques, et puis à la création d'un certain nombre de facteurs pour effectivement permettre une désescalade dans ce qu'il y a de climat politique, dans cette chaudeur que nous vivons aujourd'hui. Je pense que là, il s'agit maintenant au gouvernement camerounais, au régime en place, de voir dans quelle mesure créer ces conditions-là. Parce que ce qu'il faut reconnaître, je le disais déjà tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que parfois certains acteurs institutionnels agissent comme si le Cameroun était un îlot dans un vase clos, où effectivement on fait ce qu'on veut, on réagit au pif quand ça nous arrange pas, et on promeut, on fait de la propagande quand ça nous arrange. Je prends le cas de certaines ONG qui par le passé ont promu l'image du président, ont fait de la propagande autour d'un certain nombre de politiques directement menées par le président Biya ici. On a vu le gouvernement nous remplir les oreilles pendant des longues semaines ici, et par là même ces institutions-là, ces ONG-là parfois étaient souvent citées en exemple. Mais une fois que ces positions ne les arrangent pas, on a l'impression que ces mêmes ONG-là, ces mêmes institutions étrangères-là sont tout de suite vouées aux gémonies. Et ce que je trouve malsain et vicieux, c'est qu'on crée un discours qui semble opérer un glissement pour amener une certaine populace à se retrouver de façon naïve dans cette atmosphère-là. Ce que moi je n'accepte pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu, et j'ai convoqué cet exemple tantôt, l'ambassadeur américain Peter Henry Ballouin, il y a quelques mois encore, a omis une idée. Pour lui, peut-être, c'était intéressant de dire au président Biya, nous pensons à la lumière de la conjoncture mondiale aujourd'hui et sur la base d'un faisceau d'indices que nous avons, que, effectivement, vous pensiez à aller vous reposer. Vous avez vu tout le tollé que le régime a pu créer au point d'emballer un certain nombre de populations dans cette logique-là et nous conduire dans ce qui aurait pu aboutir à un incident diplomatique où j'ai suivi quelques chauvins appeler par exemple à aller faire organiser des manifestations devant l'ambassade des États-Unis, certains allaient même brûler l'ambassade des États-Unis, etc. Ça, c'est de la responsabilité du régime qui, à mon avis, devrait savoir raison garder en tout état de choses. Parce que répondre au coup sur coup sans prendre la mesure de la chose, je veux prendre, quand je parle de répondre au coup sur coup, je peux convoquer un autre exemple. Quand Monsieur Peter Ballouin fait cette sortie-là, tout de suite, j'écoute une interview de Monsieur, même un communiqué qui accompagnait la sortie de Monsieur René Sadi, ministre de la Communication, sur les antennes de France 24. Et qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle tout de suite que Monsieur Camton, par exemple, n'est pas un prisonnier politique. Or, quand il fait cette sortie-là, il s'avère qu'on est encore en train d'établir des charges à M. Camton. Et donc, on ne peut pas, a priori, dire s'il est un prisonnier politique ou de droit commun, etc. Donc, on a donc l'impression, à partir de là, qu'il y a comme un emballement, et il y a comme une confusion entre le travail de l'exécutif et du judiciaire. Donc, David, tout à l'heure, vous avez dit que vous pensez qu'il est prisonnier politique. Moi, je le pense. Oui. Moi, je le pense, parce que il est quand même impensable de nous expliquer aujourd'hui qu'on a pu inculper quelqu'un dans les conditions qu'on a vues. Il a marché
Il a organisé une marche avec ses sympathisants. C'est dans ces conditions-là. On n'arrête pas le jour de la marche. Hein. Voilà. Oui, mais il faut quand même dire que c'est ce contexte-là, c'est cet événement-là qui crée le relais avec son occupation. Voilà. Et donc, c'est à la suite de cet événement-là qu'il est mis aux arrêts. Et avoir le type de motif qu'on va lui coller, hostilité à la patrie, désamour vis-à-vis de ceci, insurrection, on est quand même en droit de s'étonner sur la façon avec laquelle notre institution judiciaire a abouti à cette inculpation. Et quand on voit aujourd'hui que au lieu d'être donc jugé dans un tribunal de droit commun, civil, etc., il se retrouve au tribunal militaire. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de conclure à un embassement politique? Je ne pense qu'il serait difficile, même pour le régime en place, de nous démontrer aujourd'hui que M. Kamto n'est pas un prisonnier politique. Parce que, au démarrant, et pour sortir, il faudrait quand même que nous soyons conséquents sur le type d'acte que nous posons pour ne pas toujours jeter le tort sur les autres. Dites-vous très bien que ce soit M. Kamto ou les autres opposants qui ont concouru à cette élection présidentielle d'octobre dernier, M. Kamto a été quand même fait officiellement deuxième de cette élection présidentielle à part les chiffres officiels. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut que le régime en place compte avec le MRC et compte avec Maurice Kamto. Et de ce point de vue, la communauté internationale qui a observé le processus électoral, qui continue d'observer l'atmosphère politique au Cameroun, ne peut pas comprendre que celui que vous avez déclaré second, avec 14% de suffrage de l'électorat, se retrouve avec la plus légère des manières, avec pas moins de 200 de ses sympathisants. Comment peut-on expliquer cela? Est-ce que c'est toujours une manière pour nous de nous mettre en exergue du point de vue de l'image au niveau international et que l'opinion internationale s'en émeut et qu'effectivement des émissaires comme Thibon Nagui et autres prennent le relais de cette émotion-là pour effectivement interpeller le Cameroun? Il ne faut pas qu'on crée une espèce de levée de bouclier vis-à-vis de ces émissaires-là. En réalité, nous aurons nous-mêmes servi le relais à ces émissaires-là pour s'immiscer dans nos propres affaires. Et à ce moment, il faut donc relativiser le concept même de gérance et même de souveraineté. Ok, Joseph Léangoula, Thibon, il a obtenu ce qu'il est venu, ce qu'il demande depuis Paris. Les Américains demandent depuis Paris un dialogue inclusif. Ils demandent depuis Paris des mesures d'assouplissement, la libération des prisonniers politiques. Il a eu des garanties, ils demandaient aussi, lorsqu'ils ont, avant les déclarations de Paris, ils demandaient également qu'il y ait des enquêtes ouvertes et transparentes qui soient menées vis-à-vis des éléments de l'armée qui sont impliqués dans des exactions, des violations des droits humains sur les théâtres des conflits. Est-ce qu'il l'a obtenu? On n'a aucun élément objectif pour arriver à cette conclusion-là. Est-ce qu'il a reçu des promesses? On n'est malheureusement pas bien placé parce qu'on ne lit pas dans la boule de cristal. C'est les jours à venir qui nous diront si effectivement il a été écouté, si effectivement on évolue vers une ouverture de l'espace politique, vers des mesures d'assouplissement qui conduisent notamment à la désescalade dans les foyers de conflit, à l'essoufflement ou à l'atténuation des crispations politiques et qui conduisent aussi, ou bien qui créent les conditions d'un retour à la paix au Cameroun. Je pense que c'est pas seulement l'avis du secrétaire d'État américain, c'est un avis qui est partagé par bien des Camerounais, la société civile, l'opposition politique, tous ceux qui nourrissent une vision progressiste pour le pays veulent qu'il y ait que le pouvoir lâche du lest, qu'il fasse des concessions démocratiques, qu'il s'ouvre au dialogue, qu'il écoute le message qui est relayé notamment par les sociétés civiles et tout le monde. C'est la condition notamment pour apaiser les cœurs au Cameroun, parce qu'actuellement il y a une tension énorme qui pourrait nous éclater sur la figure comme ça et plonger le pays notamment dans un cycle infernal de violence. Ok, on va sortir avec, je vais recueillir vos avis sur Maurice Kamto qui demande à rencontrer le chef de l'État. Rapidement, on va aller à Douala pour le journal. Rapidement. David Eboutou d'abord. Oui, mais je trouve cela normal. Maurice Kamto, comme je l'ai dit tantôt, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Combien de temps aujourd'hui on n'a pas eu un candidat à l'élection présidentielle qui remporte un score pareil, c'est-à-dire donné par le pouvoir, donné par les institutions officielles. 14%, c'est depuis au moins 5 ans. Vous savez comment ça se passe chez nous. À côté, on a même des machines à fabriquer des élections. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, les institutions de la République ont reconnu à M. Kamto le fait d'avoir recueilli 14%. Et donc, cela le met quand même dans une posture où il n'est plus un acteur majeur, il n'est plus un acteur lambda. Ouais. Ça devrait être aujourd'hui un acteur avec lequel le pouvoir devrait compter pour... Vous savez, juste à côté de nous, il y a quelqu'un là-bas qui continue à revendiquer une victoire, on ne sait pas quel mécanisme, je parle de M. Martin Fayoulou. Oui. Mais quelqu'un sorti de l'opposition
qui peut être aujourd'hui au Gabon, même Jean-Pierre au Gabon, mais il ne me semble pas que les hégémons centraux de ce côté-là ont cru bon de les embastiller. Cela semble un peu lâche. Cela, en réalité, cela consacre le fait que nous ne sommes pas véritablement en démocratie. On a plutôt l'impression que nous continuons à chevaucher entre des éléments de vernissage démocratique et un verrouillage institutionnel expressif. Donc, qui nous consacre dans une démocratie parfaite. Ok, rapidement, Joseph, avant qu'on aille à Douala. On a assisté ces dernières semaines à une véritable montée des tensions, lesquelles montées des tensions étaient aussi alimentées par la radicalité incarnée aussi bien par les partisans de Maurice Kamto que par les faucons du gouvernement qui ont amplifié la logique de répression, la logique du rouleau compresseur, pour reprendre les mots d'un célèbre ministre dans l'affaire Titi Souedzoa. Et bien aujourd'hui, la démarche de Maurice Kamto va clairement damer le pied au régime. Parce qu'on a quelqu'un au moins qui, dans ce climat de montée d'extrême, a décidé de tendre la main et de proposer une... Donc la réponse du gouvernement est attendue. On ne refuse jamais, on ne refuse que difficilement de saisir la main de celui qui le tend en premier. Donc Maurice Kamto effectivement a gagné la bataille effectivement de l'opinion à travers cette prise d'opposition, et voyons maintenant comment le régime va pouvoir réagir à cela. Voilà, merci, on vous retrouve dans un instant. Madame, monsieur, on va faire un petit tour à Douala pour le journal de 20h présenté une fois de plus par Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Voilà, bonsoir madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours dans Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief, toujours en compagnie de nos invités, toujours là, David Eboutou, Joseph Léangoula, et un troisième qui nous a rejoint, lui, c'est Sa Majesté Célestin Bidigui, bonsoir. Bonsoir, cher ami, voilà, et je voudrais également profiter de l'occasion pour, à l'entame de mon propos, présenter mes excuses à vos téléspectateurs pour n'avoir pas été là au début de cette émission. Voilà, vous êtes pardonné. Je vous en prie. Je sais. Donc, madame, monsieur, nous allons justement débattre de cette situation. Le ministre René Manuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rejette toute idée de rencontre au sommet entre Biya et Kamto. Pour lui, Paul Biya n'est pas à mettre sur le même pied d'égalité que Maurice Kamto. Madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du débrief. Et je commence avec vous, David Eboutou. Lorsque vous avez suivi cet entretien entre le ministre René Manuel Sadi et notre confrère Christophe Babouvier, RFI, quel sentiment? Un sentiment mitigé, surtout quand j'entends le ministre de la Communication, M. René Manuel Sadi, poser un veto, qu'on peut dire que il n'y aura jamais de rencontre entre le professeur Maurice Kamto, inculpé aujourd'hui, et le président de la République, le président Paul Biya. Je me demande à quel titre a-t-il eu mandat pour le dire. Je n'en sais trop rien. Non, mais il est porte-parole du gouvernement, non? Je ne sais pas s'il y a un texte qui le dit, parce que moi j'ai souvent... Mais on le dit depuis, personne ne demande. Peut-être c'est dans la ritournelle populaire. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait un texte aujourd'hui qui attribue à M. Sadi le fait qu'il soit le porte-parole effectif du gouvernement. Il est ministre de la Communication. Ce que je veux dire, c'est que il y a une sagesse de chez nous, une sagesse africaine, qui dit que le peuple appartient, le roi appartient au peuple, et non l'inverse. Ce n'est pas le peuple qui appartient au roi, c'est plutôt le roi qui appartient au peuple. Et de ce point de vue-là, il m'importe quand même de rappeler qu'aujourd'hui, M. Kamto, au-delà d'être quelqu'un qui se fonde dans ce peuple-là et qui a le droit de demander à un des siens de discuter avec lui aujourd'hui, je voudrais rappeler quand même que M. Kamto, comme je l'ai dit dans mon prologue, n'est plus n'importe qui du point de vue politique. C'est quelqu'un qui s'est présenté à l'élection présidentielle que nous venons de vivre et qui a quand même eu le si grand honneur dans le pays que nous vivons et que nous connaissons d'engranger un score aussi important de 14% selon les chiffres officiels. Et donc aujourd'hui, bien qu'il soit embastillé et qu'il tende la main à ce gouvernement, en place, pas à ce gouvernement, à M. Paul Biya, c'est déjà un signe de disposition à discuter, un signe de disposition à dialoguer et à manifester sa bonne volonté. Je pense honnêtement qu'il serait là une occasion assez intéressante pour notre pays de décrisper un peu l'atmosphère et de présenter une autre image à l'international, de montrer aux autres que nous pouvons faire ce que les autres ont souvent fait, à savoir qu'un président de la République aujourd'hui qui sort
de son enfermement, de sa grande cellule que l'on connaît du haut là-bas, et qu'il descende de ce piédestal-là pour rencontrer celui qui a été son adversaire dans un jeu politique. Un peu comme au Kenya, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta. D'ailleurs, ça se décrisque partout, et on voit très bien que c'est salué, cette forme de jeu politique-là est davantage saluée en Afrique aujourd'hui et même dans le monde. Alors, voir donc un ministre qui fait une telle sortie, de dire que M. Kamto n'est pas mis sur le même piédestal que M. Biya, aujourd'hui un peu maladroit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'inscrire tout cela dans un contexte global. C'est l'atmosphère aujourd'hui qui est tendue. L'atmosphère est lourde, c'est perceptible. Quand vous marchez là dehors, c'est la tension. Elle est vive, elle est manifeste, elle est expressive. Et il y a donc un des acteurs qui a contribué d'une manière ou d'une autre à crisper cette atmosphère-là, qui est aujourd'hui inculpé, le professeur Maurice Kamto, qui demande qui utilise une des voies qu'il a trouvé bon de déployer et qui tend aujourd'hui son bras au président de la République afin qu'il y ait discussion entre acteurs politiques. Quoi de plus normal? René Emmanuel Sadi dit que Maître Dupond-Moretti n'est pas là pour jouer les médiateurs. Non. Oui, on en parle après aussi. Je veux recueillir l'avis de Sa Majesté Célestin Bédigui sur cette situation. Un Camerounais demande à parler à un autre, qui est le chef de l'État. Et on dit que ce n'est pas faisable. On voit le président français discuter avec, par rapport à la crise des Gilets jaunes. Et il a rencontré beaucoup de personnalités qui ne sont pas du même piédestal que lui. Près de 80 personnalités hier en France, avec Emmanuel Macron. Pourquoi au Cameroun? Pourquoi le Cameroun veut toujours se positionner comme si rien n'avait jamais existé? Sur les termes du ministre Emmanuel Sadi. Oui, j'aurais compris que M. Kamto eût souhaité rencontrer le président Biya pour présenter des excuses. Parce que, si vous permettez, on ne sait pas ce qu'il va lui dire. Oui. Peut-être qu'il va lui présenter les excuses. Je pèse mes mots. Oui. Et l'intention aurait plus de poids si on savait à quoi elle aurait servi. Il ne faut pas qu'on reste dans les suppositions. Je veux rencontrer le président Biya pour présenter mes excuses et à travers lui au peuple camerounais. Parce que j'ai entendu parler des crispations. Et effectivement, il y a une crispation qui dessert... Donc vous aussi, vous savez que vous comprenez que c'est tendu. Non, il y a une crispation qui dessert considérablement notre pays. Et dont le responsable, je pourrais d'ailleurs dire l'auteur aussi, est M. Kamto. Ce sont les actes répréhensibles posés par M. Kamto qui placent notre pays sur la sellette sous une lumière qui ne nous honore pas du tout. Et pourquoi je le dis? Quels actes? Justement, j'y arrive. Vous savez, Kamto et moi, nous sommes la même génération. On peut me dire le même âge. Je suis arrivé à l'université 3 ans avant lui. On est passé par la même faculté, la faculté de droit. Et parmi les fondamentaux qui nous ont été enseignés par nos maîtres, il y a un principe, celui de l'autorité de la chose jugée. Parce que, voyez-vous, la loi se forme de deux manières. Le vote du Parlement et puis les arrêts rendus par les instances judiciaires qui acquièrent une force telle que elles équivalent à la loi. Elles font la loi. Lorsque M. Kamto, imprégné de ce principe, parce que c'est un juriste très brillant, imprégné de ce principe, après qu'il ait lui-même saisi le Conseil constitutionnel, donc ait reconnu l'autorité de cette instance judiciaire, qu'il ait plaidé devant le Conseil constitutionnel, ce jour-là j'étais en salle, se permettre la décision du Conseil, l'arrêt du Conseil constitutionnel étant énoncée, de prétendre qu'il recuse le Conseil constitutionnel, il se place hors la loi, même pas qu'il se place hors la loi, alors il viole de manière absolument inadmissible la loi. Inadmissible. Et de ce fait,
il devient hors la loi. Alors vous avez parlé tout à l'heure du fait que M. Macron reçoit des citoyens comme il a fait aujourd'hui. Mais M. Macron a reçu des citoyens dont aucun ne s'était passé hors la loi. Non, nous sommes. Vous permettez, vous comprenez? Parce que le ministre Sadi dit qu'on ne peut pas mettre le président Biya sur le même pied d'égalité que Maurice Kamto. Et c'est ce que je dis. Je dis que comparaison, même si comparaison ne vaut pas raison, je vous ai démontré que la posture prise par M. Kamto, en fait aujourd'hui, il s'est passé hors la loi. Supposons nous savons déjà ce qu'il va dire au président Biya. Sommes-nous d'accord dessus qu'il s'est passé hors la loi? Premièrement. Deuxièmement, à l'entame de mon propos, je vous ai dit que sa démarche aurait eu quelques consistances s'il avait dévoilé s'il avait dit ou s'il avait motivé la raison pour laquelle il veut rencontrer le président Biya. Mais d'ailleurs, il l'a fait. Mais j'estime que ce qu'il a dit ne semble pas justifié qu'il soit donné suite à ce que je pourrais appeler malheureusement donc pour vous cette rencontre n'aura pas lieu? Elle n'a pas de raison d'être du point de vue purement juridique, voyez-vous. Mais maintenant, si vous permettez, du point de vue politique, je crois que nous devons éviter le fétichisme. Le fait que M. Kamto ait été candidat à l'élection présidentielle, j'aurais bien aimé que ce soit lui qui soit devant moi en ce moment. Et c'est à lui que je parle. Vous allez donc attendre qu'il soit là. Non, je ferai quelque chose d'important. Vous allez donc attendre qu'il soit là. Non, pas du tout. Non, monsieur, si vous permettez, je vais dire quelque chose d'important par rapport au fétichisme. Parce qu'il y a beaucoup de propos ici, à l'heure actuelle, qui tiennent beaucoup plus du fétiche que des propos de raison. Le fait qu'un candidat, bon, ne prononçons pas le nom, un candidat ait obtenu 14% à une élection présidentielle. J'ai eu, lors d'une vie antérieure, à côtoyer ou même à être à la tête de partis qui avaient eu des candidats qui ont eu plus de 14%. J'ai eu, par exemple, également à parapher une décision prise par le SDF qui avait eu 36% à l'élection, l'UNDP qui avait eu 15-16%, l'UDC, un total de plus de 60%, vous permettez, de plus de 60%, vous permettez, et cela ne, vous permettez, non, j'en ai fini, et je dis, cela ne, vous permettez, je veux avoir l'avis de Joseph, ils ont eu le temps de parler avant que je vous permettez, et ils sont venus, je suis d'accord, ok, vous permettez, je voudrais dire, je voudrais dire ceci, non, il faut peut-être évoquer d'autres raisons, mais il ne faut pas brandir des raisons comme 14% comme étant un fétiche, parce qu'on a eu sur la scène politique et par le passé des hommes politiques qui ont enregistré des scores supérieurs à celui-là et qui ne sont pas prévalus de quelques privilèges, que ce soit du point de vue de la considération politique. Sur cette sortie du ministre Sadi, est-ce que vous, en tant que Camerounais, comment vous vous sentez quand vous écoutez ça? Permettez-moi déjà d'exprimer. Par rapport à la situation, David Eboutoua parlait d'un sentiment de crispation. C'est un peu tendu. Permettez-moi d'exprimer mon sentiment profond quant à la sortie du ministre Emmanuel Sadi. Je voudrais déjà faire remarquer que le ministre Emmanuel Sadi a eu une attitude extrêmement condescendante. Vis-à-vis de Dupond-Moretti et vis-à-vis même du peuple camerounais. J'arrive justement dans mon raisonnement. C'est une attitude déjà qui n'a rien de surprenant, puisqu'elle reflète déjà l'attitude de la grande majorité des membres du gouvernement de ce régime. Et c'est une attitude aussi qui s'inscrit dans la continuité du mépris que le gouvernement a longtemps affiché vis-à-vis du peuple camerounais. Souvenons-nous que c'est le même mépris, le refus de dialoguer, le refus de descendre à l'échelle du citoyen pour écouter ses revendications, pour écouter ses griefs, qui a conduit à l'exacerbation des tensions dans les régions anglophones. En effet. Admettons même que Maurice Kamto soit un citoyen ordinaire. Refuser, dire clairement que le président de la République ne peut pas engager une discussion avec un citoyen ordinaire, trahit en tout cas les dispositions mentales d'un régime qui n'est pas prêt à plier justement pour écouter ce que l'ordinaire, le Camerounais ordinaire justement, qui est censé être le bénéficiaire des politiques publiques qu'ils implémentent, a à dire là-dessus. C'est
le reflet, en tout cas, de l'attitude d'un régime qui refuse délibérément toute forme de dialogue, qui n'inscrit pas l'action publique dans une logique participative, parce que lorsqu'elle est participative, ça suppose que on prête une oreille attentive à ce que les citoyens ont dit, quels qu'en soient les bords politiques, quel qu'en soit le niveau, l'origine sociale ou ethnique de ce citoyen. Maintenant, la réalité, c'est que Maurice Kamto est un leader politique qui a une force politique dont l'assise est éclatée sur l'ensemble du triangle national, qui a quand même réalisé des scores significatifs aux élections présidentielles, donc qui jouit d'un véritable soutien populaire, et donc les militants n'attendent que le mot d'ordre pour se positionner. Là, je le dis en observateur de la scène politique. Il a décidé de ne pas aller dans la surenchère, mais de tendre la main au président de la République et dire « Ok, je suis prêt à discuter avec vous. On peut effectivement mettre sur la table nos points de désaccord et trouver une issue à cette situation extrêmement tendue qui pourrait effectivement plonger notre pays dans un cycle infernal de violence. » C'est une attitude, à mon avis, responsable. Cependant, la réaction du ministre dessert clairement la paix sociale, la concorde nationale, mais aussi l'apaisement dont on a vraiment besoin, dont le climat politique a le plus besoin aujourd'hui. Voilà qu'une crise politique s'est progressivement transformée aujourd'hui en guerre ethnique. Les antagonismes politiques ont cédé la place notamment à des rivalités intercommunautaires et qui risquent d'embraser l'ensemble du pays et de créer d'autres poches d'insécurité dans un pays qui est déjà fragilisé à l'extrême nord, dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'est, dans la Damawa, bref, qui est cerné par des foyers de violence. Mais alors, si on ne sort pas de cette logique policière, si on ne sort pas de cette outrecuidance qui est inscrite dans les gènes du gouvernement, on court tout droit dans la dérive. Certains membres, Joseph Léangoula, je crois certains membres du gouvernement, vous n'allez pas... Mais j'ai dit effectivement oui. La majorité. Parce qu'il y en a effectivement qui sont modestes, il y en a qui sont très ouverts au dialogue. Que je me prive. Merci Joseph de l'avoir dit. David Eboutou, oui, je voudrais réagir. Oui, je voudrais réagir parce que M. Bézigui, le président Bézigui, parle de fétichisme politique. Non, je crois que nous sommes là dans l'incantation politique. Il a parlé de hors-la-loi. Il a dit que M. Kamto se retrouve dans une position. Est-ce qu'on ne peut même pas discuter avec et de ce point de vue-là, non, sauf que là même, il fait erreur. Oui. Comment peut-il dire que M. Kamto s'est retrouvé dans une posture de hors-la-loi? Puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a une enquête, il y a une instruction qui est engagée contre M. Kamto. Je crois qu'il jouit encore de ce que l'on appelle dans la loi juridique de la présomption d'innocence. Mais à écouter M. Bézigui, on croirait que M. Kamto est déjà frappé par le sceau de la présomption de culpabilité. Et par là, il a tout fait de le condamner, ce qui déjà l'absout de tout droit à prétendre à quelques moyens qui puissent lui donner, qui puissent lui conférer d'autres droits qui font que lui, en tant que Camerounais, qu'il puisse se prévaloir effectivement du droit de ces Camerounais qui puissent rencontrer, il veut rencontrer le président de la République pour décrisper l'atmosphère. Mandela, David Eboutou, vous savez que Mandela, avant sa sortie de prison, allait nuitamment rencontrer les autorités sud-africaines. Ça, c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Même le président sud-africain. Et c'est établi. C'est bien de le dire. Alors, donc, je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi cette volonté manifeste des hommes politiques. Monsieur Bézigui est un homme politique. Cette volonté aussi manifeste à vouer hégémonier un autre acteur politique qui pourtant se bat pour les mêmes idéaux qu'eux. Ils sont tous des hommes politiques. Ce que je veux dire pour sortir, c'est que en parlant de M. Kamto qui est légitime aujourd'hui pour discuter avec le président de la République, combien de Camerounais peuvent dans la structuration, la configuration politique que l'on connaît aujourd'hui, avec le verrouillage institutionnel que l'on connaît au niveau de l'appareil qui gère les élections au Cameroun, avoir le score qu'il a eu. Donc, faire de la politique avec un tel charme, comme on l'a dit aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du MRC, je suis un analyste politique et j'observe comment, en si peu de temps, un laps de temps, M. Kamto a pu établir un maillage sur l'ensemble du territoire. Et pour cette raison-là, il mérite du respect. Il porte une certaine légitimité aujourd'hui. 14% des Camerounais. Je dis, même avec le citoyen lambda, est-ce que le président ne peut pas discuter avec le citoyen lambda? Vous me laisserez parler finalement? Oui, oui. Et donc, oui, 14% de Camerounais sur les 25 millions, déduisez ce que ça fait. Et donc, M. Kamto aujourd'hui a l'autorité morale, l'autorité politique
de pouvoir discuter avec le président de la République. Il faudrait que nous sortions, je pense que c'est plutôt M. Bézigui qui veut nous entraîner dans du fétichisme et même de l'incantation, qui veut être effectivement un acteur aussi important comme M. Kamto, qui s'impose par l'argumentaire politique au travers de ce qu'on a vu, ne soit pas quelqu'un qui puisse discuter. S'il ne peut pas, lui, qui est aujourd'hui le principal opposant au Cameroun, ne peut pas vouloir discuter avec le président, qui le fera? Est-ce le membre du G20? Qui le fera? Alors, oui, c'est ce que je dis. Est-ce que le président ne peut pas discuter avec le citoyen? Vous permettez. Oui. Lorsque j'écoute David Boutou, je suis sidéré. D'abord parce que nous sommes dans une situation où le procureur a émis à l'encontre d'un citoyen un acte d'inculpation. À partir de ce moment-là, ce citoyen se trouve placé dans une position particulière sans que lui soit renouée la présomption d'innocence. Ceci étant, de manière factuelle, on parle de faits. On parle de faits. Et je les ai présentés. À savoir, une instance judiciaire a été saisie d'un contentieux, un arrêt a été rendu, et cet arrêt s'impose au plaignant autant qu'à toute autre personne. Et lorsque quelqu'un, la personne qui a saisi cet arrêt, cette instance-là, récuse a posteriori cette décision, il se place hors la loi. Il faut qu'on s'en tienne à ça et qu'on le comprenne. Si on ne peut pas le comprendre, ça veut dire qu'on ne veut pas admettre l'application des règles de droit et on va se contenter à avoir des appréciations tout à fait subjectives. Première chose. Deuxième chose, quant à savoir si le président de la République peut ou non recevoir M. Kamto, je répète, le fait que M. Kamto, qui est un opposant, qui est non politique comme nous le sommes, ait obtenu 14% en élection présidentielle, n'en fait pas une personne qui ait des droits, comme on peut dire, de super citoyens, étant... Vous permettez. Parce que nous avons non seulement par le passé vu d'autres hommes politiques ayant eu des scores hautement plus importants qui n'ont pas eu cette prétention et surtout c'est une prétention. Je dis bien c'est une prétention. D'autant plus que lorsqu'on parle aujourd'hui. Vous permettez. C'est une prétention que de demander à être reçu par le président de la République. Comment vous appelez ça? Comment vous qualifiez ça? C'est une prétention. Vous voulez qualifier ça? C'est une prétention. Qualifiez le comment vous voulez. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Non, je peux faire arrêter l'émission. Non, écoutez. Je peux faire arrêter l'émission. Écoutez, faites-le si vous voulez. Vous permettez, pour que nous ne privions pas les éditeurs, les téléspectateurs de notre vie, je retire le mot prétention et mets, disons, un souhait comme celui-là, qui peut sembler une main tendue. Non, c'est pas forcément une main tendue. Parce qu'on ne peut pas être à la fois incendiaire et pompier. Vous êtes en train de condamner Maurice Kamto. Je ne condamne pas, monsieur. Parce que le incendiaire. Écoutez, monsieur, vous savez, monsieur, j'ai consacré 21 années de ma vie. Non, 26 ans de ma vie, dans ce jeu, ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu politique de notre pays. Nous partions d'une époque où un seul mot déplacé vous valait d'être envoyé à Mantoue. Vous comprenez? Pendant 26 ans, nous nous sommes battus pour pouvoir faire le chemin que nous avons fait, qui permet aujourd'hui que nous pouvons nous exprimer librement. Vous comprenez? J'y ai consacré 26 ans de ma vie. Aujourd'hui, les actes posés par un collègue politique produisent un effet tel qu'il y a un retour en arrière qui me fonde de dire il ne faut pas que quelqu'un nous amène à verser le bébé et l'eau du vin. C'est pour ça que mon jugement sur M. Kamto est aussi sévère que vous pouvez le constater en reconnaissant qu'en tant qu'homme politique, il peut avoir des souhaits, mais ces souhaits, je suis libre de les considérer comme étant une prétention. Merci cher monsieur, merci Sa Majesté d'être venu, merci Joseph, merci David, merci. Je crois que avant vendredi vous allez revenir. Hein? C'est premier, vous allez revenir. Oui. Pour souhaiter beaucoup de courage au professeur Gérard Médosé dans une source forme tout à l'heure.